Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Picardie, bienvenue dans La Voix est libre. Notre invité ce samedi est le patron du Front National dans l'Aisne, un département où Marine Le Pen a enregistré l'un de ses meilleurs scores au présidentiel. Fort de ce succès, Franck Briffaut espère bien ravir la mairie de Villers-Cotterêts où il est actuellement conseiller municipal de l'opposition. C'est aussi dans l'opposition qu'il siège au conseil régional. Franck Briffaut, bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, notamment comment, avec 8 élus, le FN peut-il peser sur la politique régionale? On évoquera aussi d'autres dossiers. Vous êtes l'un des conseillers de Marine Le Pen, notamment sur la question des transports et de l'aménagement du territoire. Vous dénoncez régulièrement la dégradation des services publics, mais au-delà des mots, quelles solutions? Vous qui plaidez pour une politique sociale où les personnes de nationalité française sont prioritaires. On en parlera avec vous. Mais avant cela, Franck Briffaut, on va respecter la tradition, on va vous tirer le portrait sans concession. Et on retrouve Dominique Patinec. Dominique, bonjour. C'est vous qui signez aujourd'hui la bio de notre invité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Eh oui, Franck Briffaut, vous avez pris du galon. Vos petits camarades du conseil régional vous surnomment le ministre des Transports. Les plus taquins vous appellent même monsieur Jouef. Jouef, comme les trains miniatures. Les trains, c'est votre grande passion. C'est peut-être dans les gènes. Votre grand-père était cheminot. Quand vous sillonnez les routes en vacances ou pour le FN, vous n'hésitez pas à faire un crochet pour ausculter une voie, un passage à niveau ou une gare. Vous êtes un expert, à tel point que vous êtes devenu le conseiller de Marine Le Pen en matière de transport. Les trains qui arrivent en retard, ça doit beaucoup vous énerver. Le mot qui vous caractérise, c'est rigueur. Il en faut dans votre métier. Vous êtes conducteur de travaux dans le génie militaire. À ce titre, vous veillez sur le château de Vincennes. L'armée, vous l'avez côtoyé dès l'enfance. Votre père était officier, il commandait des tirailleurs algériens. Il a fait la guerre. Vous, votre combat se joue dans l'arène politique. Vous avez adhéré au Front National en 1977. Pour justifier cet engagement, vous convoquez rien moins que la philosophie. Quel est le sens de la vie? Quelle est la place de l'homme? Hippie, passez votre chemin. Pour vous, la quête du seul bonheur est une illusion. Nous devons nous plier à un ordre naturel et surtout à des règles communes. La règle, la rigueur et même la rigidité, c'est ce qu'on peut vous reprocher. Vous êtes désormais le patron du FN dans l'Aisne et votre job, c'est aussi de donner envie aux gens. Votre patron, Michel Guignot, tente de vous enseigner la rondeur et pour ça, il a du boulot. Un de vos adversaires politiques vous décrit en faux doux et vrai cogneur, moine soldat du front, prêt à tomber les armes à la main. Cet engagement aurait-il plu à votre grand-père, le cheminot qui, lui, votait communiste? Expliquez-nous ce changement d'aiguillage. Effectivement, Franck Briffaut, ce changement d'aiguillage dans votre famille, il a été vécu comment? D'abord, il s'est opéré sur 3 générations. Le contexte historique n'était pas le même. Le Parti communiste représenté à l'époque incarnait la promesse d'un monde nouveau. Bon, la désillusion, bien sûr, est arrivée par la suite. Mais on peut comprendre que dans le contexte social de l'époque, certains aient pu trouver des réponses dans les propositions qui étaient faites, surtout dans le milieu dans lequel ils évoluaient. Mais vous aviez aussi les grands-parents de l'autre côté de la famille qui travaillaient dans les mines dans le Pas-de-Calais. Oui, il y avait... qui était socialiste. Voilà, il y avait aussi une tradition très forte, bon, SFIO, mais plutôt effectivement marquée à gauche. Mais ce changement de cap, il a été vécu comment? Ce changement de cap, c'est mon père qui a véritablement fait sécession, si je peux me permettre l'expression, par rapport à la tradition politique familiale, dans la mesure où lui, il s'est engagé très jeune dans l'armée pour aller se battre pour des idées qui étaient les siennes. C'était un fervent gaulliste, du moins à l'origine, jusqu'au conflit algérien, où après les choses se sont gâtées. Donc, et là j'ai vécu tout gosse, moi, des événements qui m'ont profondément marqué, notamment la trahison des harkis par les dirigeants français, dont l'essentiel d'ailleurs était socialiste. C'est assez curieux qu'aujourd'hui d'ailleurs ces gens-là nous traitent de racistes alors qu'eux-mêmes avaient pratiquement souhaité qu'on les laisse se faire égorger sur place. Et j'ai vécu... Les socialistes n'étaient pas au pouvoir à non, l'époque. mais notamment le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, qui avait envoyé le contingent. Ensuite, ils ont approuvé, ils n'ont rien dit lorsque De Gaulle a lui-même fait volte-face. Ils n'ont pas eu d'état d'âme. On n'avait pas vu grand monde les défendre. Mon père a cherché du travail pour essayer de les recaser pendant des années et il l'a fait jusqu'à sa mort. Il est mort en 2012. Et donc je pense que vis-à-vis de ces gens-là, nous avons une dette que nous n'avons jamais payée. Et nous n'avons pas été capables de faire pour 70 000 musulmans français qui ont combattu pour la France ce que nous prétendons faire pour des millions d'autres. Je voudrais qu'on revienne sur votre... Voilà. On va changer de sujet. Je voudrais qu'on revienne sur votre surnom, monsieur Jouef. Ça prête à sourire.
C'est véritablement votre dada. C'est une passion. Vous le saviez ce surnom? Vous saviez qu'on vous Non, je ne connaissais pas. Je ne me réfère pas à une marque. Je ne voudrais pas être taxé de faire une publicité pour une marque de train miniature. Est-ce que vous avez des trains miniatures chez vous? Oui, j'ai fait du modélé. Je n'ai plus le temps. Je les souhaite exposer, puisque c'est des pièces quand même qui ont une certaine valeur. Mais je n'ai plus le temps de m'adonner à cette passion comme je voudrais le faire. Mais c'est vrai que je suis un passionné de chemin de fer. J'ai écrit plusieurs ouvrages et revues sur l'histoire, notamment les chemins de fer dans l'Aisne, le réseau d'intérêt local. J'ai participé à la rédaction de plusieurs encyclopédies de chemin de fer. Mais c'est une passion que j'essaie de concilier d'ailleurs avec mes activités politiques. Justement, on va poursuivre sur la question des transports, puisque c'est l'une des compétences du Conseil régional où vous siégez. On va en parler après avoir remercié Dominique Patinec. Merci Dominique. C'est le moment à présent de passer à l'entretien de cette émission. Alors Franck Bréfond, on parle beaucoup de l'écotaxe en ce moment. Votre parti y est opposé. Vous êtes également réservé sur le canal Seine-Nord. Concrètement, vous proposez quoi comme alternative au transport routier de marchandises? On parle précisément de cela, à part le train, même si je sais que c'est votre dada. Oui, alors nous sommes tout à fait favorables effectivement à ce que dans le cadre de l'État stratège que nous appelons de nos voeux, à rétablir un certain nombre d'équilibres qui participent à l'intérêt national. Aujourd'hui, il y a réellement dans le domaine du transport des déséquilibres qui se sont instaurés parce qu'on y a laissé jouer les seules lois du marché. Il est incontestable que le transport routier a son domaine de pertinence par sa souplesse. Il permet aujourd'hui de répondre notamment aux logiques de flux tendus et il n'est pas question de venir effectivement le concurrencer. C'est la seule voie possible pour vous? Non. Sur certains segments, il n'y a pas d'alternative. Au contraire, sur d'autres segments, notamment le transport de masse, les pondéreux, partout où il est possible de massifier les flux, au contraire, je suis un fervent partisan de l'utilisation du rail, ça ne vous étonnera pas, pour peu qu'il s'en donne les moyens de le faire. C'est là tout le problème. Et de la voie d'eau aussi. Sur le canal Seine-Nord, sur le transport de personnes, pourquoi, alors qu'il y a eu une union sacrée, on peut le dire, entre la droite et la gauche sur la dernière convention signée avec la SNCF à la région, pourquoi, dès lors, vous vous êtes abstenu au Front National? Alors, nous nous sommes abstenus, parce que j'ai étudié le dossier, aucun même de nos adversaires ne le niera. Cette convention, il y a beaucoup de plus dans cette convention, je le reconnais, mais il y avait un point particulier pour lequel ça n'était pas négociable pour nous. C'est que je reproche dans cette convention, je l'ai dit pendant toute la négociation, on n'a pas, je dirais, sanctuarisé, on n'a pas rendu contractuel l'infrastructure ferroviaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons signé une convention. Moi, je voulais que les vitesses limites de fond des lignes soient contractualisées. C'est-à-dire que quand on met de l'argent pour entretenir la ligne, quand on peut rouler à 140 km/h, je ne veux pas que 6 mois après, on mette des limitations de vitesse, qu'on baisse les vitesses, qu'on dit, mais de toute façon, c'est parce qu'on n'entretient pas la voie. Moi, je voulais qu'on contractualise les vitesses limites, à charge pour RFF de s'occuper, de faire en sorte de faire les travaux pour maintenir, quoi qu'il arrive, ces caractéristiques qui font partie du cahier des charges de base. Cette disposition n'a pas été respectée malgré mes nombreuses demandes, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes abstenus. Nous n'avons pas voté contre. Mais ce point particulier me paraissait être un point fondamental, d'autant plus que ces monographies de lignes existaient aux conventions précédentes et qu'elles n'ont pas été reconduites. Alors, on va revenir plus globalement sur votre rôle justement au Conseil régional. 8 élus Front National sur 57. Alors, en lisant les comptes rendus des séances, parce que je me suis amusée à en lire quelques-uns, on a le sentiment que vous défendez plutôt la ligne nationale du parti. Est-ce que les élus régionaux ne sont que la courroie de transmission de la politique nationale du FN? Non, bien sûr, nous ne sommes pas que ça, mais contrairement à nos adversaires, nous avons une cohérence globale dans nos propos. Bien sûr, nous déclinons en région, les positions que nous déclinons en région émanent directement des choix que nous avons faits au niveau national. Et puis, il faut bien le dire, l'institution régionale aujourd'hui n'a pratiquement plus aucune autonomie fiscale et elle se contente de relayer ce que le pouvoir central veut bien lui donner. Le reste, elle a très peu de pouvoir, il faut pas se mentir. Il y a quand même des choses surprenantes quand on lit la retranscription, notamment de la séance du 31 mai dernier, alors que le débat porte sur les contrats d'avenir. Donc c'est vraiment une question très concrète. Michel Guignot, qui est le président de votre groupe, évoque les clandestins. Moi, personnellement, je ne vois pas le rapport.
Dans le cadre de l'intervention que nous avons pu avoir, là il faut reprendre la totalité de l'intervention, je ne l'ai pas en tête, mais nous nous efforçons toujours de faire le lien à chaque délibération entre les choses que l'on peut, les bonnes décisions qui peuvent être prises au niveau local. Entre les contrats d'avenir et les clandestins. Là de tête, moi je n'ai plus le déroulé de l'intervention, il faudrait me la resoumettre, je ne sais plus. Mais vous l'auriez dit avant, je vous aurais répondu certainement en ayant relu l'intervention. Mais je dis simplement qu'il faut réintroduire cette cohérence. On voit beaucoup d'élus régionaux qui tiennent des discours différents à la région de ce qu'ils disent eux-mêmes quand ils sont sur des problématiques nationales ou lorsqu'ils ont même un autre mandat. Ils se contredisent. Nous nous efforçons toujours de faire le lien entre le national, le régional et le départemental et le local. Pour nous, l'action publique est globale, faute d'être frappée d'incohérence. On va poursuivre justement sur cette action publique. Votre parti s'érige en défenseur des services publics. Vous dénoncez leur dégradation dans tous les domaines. Moi, je voudrais qu'on retienne un domaine, le logement social, avec un chiffre tout d'abord, à 53 000, c'est le nombre de logements, sociaux ou pas d'ailleurs, qu'il faudrait construire pour combler la pénurie dans la région. 53 000, cela place la Picardie en 3e position des régions les plus touchées par la pénurie, derrière l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Comment, Franck Briffaut, un maire FN répond à la crise du mal-logement ? Le maire tout seul ne règle pas les problèmes de logement dans une région, c'est évident. En matière de logement social, par exemple, s'il y a une marge de manœuvre. Bien sûr, il participe à des programmes qui sont établis d'ailleurs par les collectivités qui lui sont immédiatement supérieures. Il relaie, il fait partie aussi des commissions d'attribution lorsqu'il s'agit de décider qui les occupe. Et là, il y a aussi ce problème. Mais est-ce qu'un maire FN fera tout pour atteindre l'obligation qui est faite au maire de construire 25% de logements sociaux, par exemple ? Nous ferons tout ce dans la mesure où il s'agit de relayer des politiques que nous trouvons tout à fait louable. S'il s'agit par contre de construire à tout prix, plutôt que de se soucier parfois aussi de voir à qui on attribue les logements. Alors justement, parce que construire des logements, mais si on ne fait pas attention à côté à qui on les attribue, on ne peut pas étaler les villes indéfiniment. Avec quelles conditions ? Conditions de ressources, conditions de nationalité ? Alors nous c'est clair qu'il y a des conditions de nationalité, c'est évident. Donc ça illustre parfement la collection dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que les étrangers qui occupent des logements sociaux, vous en faites quoi ? Non, je dis simplement qu'il y a le principe de préférence nationale qui s'appliquera. Bien évidemment. Mais les étrangers, qui sont chez nous régulièrement, qui participent à la vie locale, qui se sont intégrés et qui sont de nationalité française, rentrent dans le cas, dans le critère de nationalité que je viens de vous exposer. Ils sont français. Donc le problème ne se pose pas. Ensuite, par contre, on loge aussi des gens qui sont des immigrés légaux, mais qui ne sont pas français. Là, il faudra que nous voyons les cas particuliers. Mais il y a des gens qui ont vocation à être logés. D'autres, il faudra voir dans quelles conditions. Par contre, les clandestins, déjà, eux, non. N'ont pas vocation à être logés. Ensuite, nous ferons évidemment aussi en fonction de la loi. Nous agirons dans le contexte législatif qui sera celui en place lorsque nous viendrons au pouvoir au niveau local. Et c'est pour ça, autre argument en faveur de l'imbrication du local et du national, c'est qu'effectivement un maire FN ne pourra pas avoir les coudées franches si son programme ne peut pas être mis en œuvre au niveau national. On nous rebat les oreilles souvent avec l'échec, entre guillemets, soi-disant échec des municipalités Front National lors d'une période précédente. Mais l'erreur vient surtout, c'est qu'on n'a pas pu appliquer notre programme parce qu'on s'est fait débouter par les tribunaux car nous ne pouvions pas dans le cadre du respect des lois qui étaient en vigueur au niveau national. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Je voudrais qu'on en vienne à une question d'actualité. Elle concerne directement votre parti. Cette semaine, votre candidate au municipal à Saint-Alban, en Haute-Garonne, a rendu sa carte. Elle dénonce des dérapages racistes et homophobes. Vous persistez à dire que le Front National n'est pas un parti raciste, qu'il n'est pas xénophobe. Écoutez, moi, c'est quelqu'un, je crois, qui venait d'ailleurs du RPR autrefois, qui a dû retourner à l'UMP d'ailleurs. Bon, il faudrait connaître les motivations réelles de sa candidature. Non, mais vous savez, si, il y a aussi il y a des manœuvres en ce moment. On le sent bien qu'il y a depuis l'élection de Brignol, on sent bien que nos adversaires politiques adoptent une autre stratégie de nous rediaboliser. Bon, maintenant, cela dit, moi, il est évident que si tel était le cas de ce que vous décrivez, je ne serais pas au Front National. Voilà. Il y a peut-être des individualités, des gens qui entretiennent des propos, qui tiennent des propos qui sont, à mon avis, qui doivent être condamnables. Mais Marine Le Pen, la sentence tombe immédiatement. Mais je pense que chacun doit porter la responsabilité individuelle. On va aller plus loin sur cette question, Franck Briffaut, alors que votre parti joue justement la carte de la dédiabolisation et de la respectabilité. Certains n'y croient pas et on va élargir le débat. C'est le face-à-face de cette émission. Le coprésident du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Pierre Meyrat, vous vous installez. Bonjour. Alors, vous avez fait
Installez-vous, vous avez fait le déplacement de Paris pour venir dans La Voix est libre. Merci à vous. Alors pour vous, c'est très clair, le Front National reste un parti d'extrême droite. Le Front National reste un parti d'extrême droite, l'actualité en témoigne, mais son histoire surtout. J'ai appris que M. Briffaut était un éminent membre du Front National depuis 1977. Et j'en suis fier. Il en est fier. Donc ça veut dire qu'il a couvert en quelque sorte les 35 dernières années du Front National, au cours desquelles, rappelons-nous, Jean-Marie Le Pen et ses jeux de mots sur Durafour crématoire, qui considère que 6 millions de juifs qui ont été effectivement assassinés, c'est un détail de l'histoire, et on pourrait démultiplier tout cela tout au long de ces effectivement 35 dernières années. Alors il mouline, mais il a raison de mouliner, parce qu'on pourrait ne pas se suffire de 10 minutes pour pouvoir expliciter à quel point... Votre réponse, Monsieur Briffaut ? Quand j'entends ce genre de propos, j'ai toujours l'impression de voir cet instrument que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, c'est l'or de barbarie. Vous mettez le carton, vous tournez la manivelle. Bon, visiblement, je crois qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'arguments caricaturaux indéfiniment. D'ailleurs, nos compatriotes se rendent bien compte. Bon, je pense que monsieur discute avec des représentants du Parti communiste. À ce moment-là, si l'histoire... mais moi, je discute avec personne. Pour l'instant, je discute avec vous. Les thèses racistes, par exemple, que vous avez condamnées, prenons celles-là. Celles qui ont été explicitées par qui? Non pas par un adhérent du Front National au Café du Commerce, mais par un représentant candidat du Front National. Comme vous, finalement. Vous êtes candidat aux prochaines élections. Oui. Eh bien, comme vous, une candidate s'est exprimée à propos, effectivement, des thèmes les plus éculés, les poncifs les plus éculés du racisme, celui de comparer, effectivement, ministre de la Justice, Christiane Taubira, à un singe. Il ne vous a pas échappé qu'elle n'était plus candidate. Ah, voilà. Bon. Donc, vous avez tout de même reconnu effectivement qu'elle a été investie par le Front National. Elle a quand même été investie. Oui, mais on investit des gens parce que par rapport... Comme vous êtes investi finalement. On demande un certain nombre de critères aux gens, on demande même s'ils ont un casier judiciaire, mais on ne nous dit pas forcément la personne, sur Facebook, on ne surveille pas, on ne flique pas systématiquement. Dans la sphère du privé, et je veux vous dire, dans tous les autres partis politiques, si vous allez sur ces sites-là, vous en avez certains qui votent à gauche comme à droite, qui tiennent ce genre de propos. J'ai entendu hier... C'est la responsabilité individuelle de chacun. Vous pensez qu'un parti... Le racisme transcende les clivages politiques, vous savez très bien. Ça veut dire que finalement, Jean-Marie Le Pen, qui était président du Front National, et qui a, encore une fois, été à moult reprises condamné, une vingtaine de fois condamné pour des propos racistes, ce n'est finalement qu'une responsabilité individuelle. Le fait qu'il soit président du parti dans lequel vous vous inscrivez, ça n'a strictement aucune importance. C'est une responsabilité individuelle. Le Pen, pour moi, rien dans ce qu'il n'a dit, et d'ailleurs son passé plaide pour lui, rien de ce qu'il n'a dit, pour moi, d'un caractère raciste. Encore faut-il qu'on s'entende sur le terme de racisme. Donc, Durafour crématoire, ça n'est pas raciste, à l'égard des Juifs. Le fait de dire que, pour lequel il a été condamné du reste par la justice. Il n'a pas prononcé ça à l'encontre de confession. Il avait répondu ça par rapport à quelqu'un qui avait parlé d'exterminer le Front National. Voilà. Ah d'accord, donc vous l'excusez effectivement, le détail de l'histoire, vous l'acceptez? Je dis simplement, j'explique que c'était une métaphore, bon, on va pas revenir là-dessus. Il s'est expliqué, bon, visiblement c'est votre fonds de commerce. Sauf que Marine Le Pen a repris le flambeau, c'est qu'à de le dire. Cette fameuse flamme qui symbolise le fascisme italien, Mussolini, qui est repris par un parti italien. Marine Le Pen a repris le flambeau, si je puis dire. Parce qu'aujourd'hui, elle est prévenue devant le tribunal correctionnel la semaine prochaine vis-à-vis effectivement d'une expression qui avait été utilisée par son père à propos des Roms. Elle va comparaître donc en tant que directrice de publication du site du Front National. Si vous et puis elle est aussi poursuivie. Si vous êtes en train de démontrer les propos qu'elle a tenus à propos des musulmans. Les tribunaux, aujourd'hui, s'ils veulent s'exprimer, par exemple, sur le simple fait que l'on puisse émettre une opinion, et les opinions qui ont été émises par Marine Le Pen, que ce soit au sujet de la rue Mira, à mon avis, n'ont rien à voir, n'ont rien de raciste. Ils font que de dénoncer une réalité. Comparer des musulmans à des nazis, ça n'a rien de raciste. Non, elle n'a pas dit l'occupation. Elle a dit l'occupation. Par qui la France était occupée? Monsieur, ne confondez pas. Est-ce que finalement... Nous disons qu'en ne réglant pas les problèmes que l'on dénonce, on crée le racisme. On ne pose pas de problème, on parle des solutions que vous proposez et surtout des expressions racistes que vous avez. Parce que votre propos est d'opposer les pauvres aux pauvres. Vous opposez effectivement ceux qui nous regardent, qui sont dans la précarité, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'emploi, à des plus pauvres. J'aimerais juste poser une question, Monsieur Briffaut. Est-ce que finalement... Le clivage richesse et pauvreté n'est pas un clivage racial. Est-ce que finalement, à vouloir vernir le parti, ce n'est pas une tâche compliquée
face à ce qui... au sentiment qui peut animer certains de vos militants, certains quoi que l'on fasse, de vos élus. De toute façon, ils nous sortiront la même. Ils n'ont que ça. On le voit encore. Monsieur ne vient pas pour débattre sur un problème qui concerne les Français tous les jours, qui gêne, qui aujourd'hui les Français souffrent. Il nous sort depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Il nous sort le même jet de plaquettes, voilà, parce qu'ils n'ont que ça. Mais Franck, quand la base de votre parti s'exprime, c'est quand même quelque chose de concret. Mais attendez, la base, c'est pas tout le Front National qui sait. Il y a des propos racistes, on en relève autant chez nos adversaires. Mais arrêtez, citez-les. Citez-les. Je vous dis, vous parliez tout à l'heure d'une dame qui avait été, suspendue. Elle venait du RPR et, paraît-il, retourne à l'UMP. Bon, Monsieur Papon n'était pas au Front National. Bon, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a poursuivi effectivement M. Papon. Donc vous poursuivez tout le monde. Eh ben c'est très bien. On ne poursuit pas tout le monde. On poursuit ceux qui sont en responsabilité et qui ont effectivement des thèses racistes et des thèses qui consistent à adopter la politique du bouc émissaire. Moi, je suis d'accord pour que vous poursuiviez tous ceux qui, à titre individuel, effectivement, mais le Front National n'est pas comptable de son président. On va élargir le débat, justement. Trouver dans son programme un quelconque élément dans son programme qui s'appuie sur des conceptions racialistes. Mais un programme, ça s'interprète. Voilà. Moi, j'ai dit tout à l'heure à propos des harkis, tout à l'heure, je ne vous ai pas vu les défendre à l'époque. Vous avez tort. Vous avez tort parce qu'on a poursuivi un socialiste justement pour défendre les harkis. Pour conclure, Monsieur Meras, j'aimerais savoir finalement, est-ce qu'il n'y a que le FN qui dérape ou aujourd'hui aussi on assiste à une libération de la parole raciste dans le milieu, dans le monde politique en général? Oui, ça sera votre conclusion. Effectivement, c'est un vrai problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est que la parole raciste se libère. Plus seulement à l'égard de ceux qui, outranciers, avaient cette charge de proférer effectivement des thèses racistes, mais cette fois-ci à l'égard d'un président de parti politique comme l'UMP, à l'égard d'un ministre de l'Intérieur qui a stigmatisé les Roms et pour lequel on va déposer une plainte. Ministre de l'Intérieur socialiste, on dépose une plainte pour avoir effectivement stigmatisé les Roms, les avoir mis en confrontation avec la population française, avoir dit effectivement qu'ils avaient vocation à retourner en Hongrie, y compris sans se préoccuper de savoir s'ils étaient français ou pas, parce qu'il y a des Roms qui sont français également. Tout ceci est très préoccupant et c'est malheureusement la légitimation du discours du Front National. Et c'est en cela effectivement que les hommes politiques français ont une responsabilité immense lorsqu'ils espèrent tirer parti de ces attaques pour drainer des voix, parce qu'ils officialisent, ils légitiment la parole du Front National. Merci Pierre Meras d'avoir accepté notre invitation. Merci messieurs pour ce débat. Franck Briffaut, vous restez avec nous. Et Pierre Meras, je rappelle donc que vous êtes le coprésident du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Dans quelques instants, juste après le journal, la seconde partie de La Voix est libre et on parlera essentiellement des municipales. Et pour vous interroger, Franck Briffaut, j'aurai à mes côtés Philippe Robin, journaliste à l'Union. Il est chef de l'édition N-Nord. Il y aura aussi David Guevard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, mais d'abord un autre rendez-vous de La Voix est libre, notre rubrique Net ou pas net. Et comme chaque samedi, on retrouve avec beaucoup de plaisir Jennifer Alberts. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez décortiqué le profil numérique de notre invité. Conclusion? Ça a été vite fait. J'ai pas dû être très gentille avec mon chef cette semaine, encore une fois, parce que vous n'avez rien du tout. Enfin si, j'ai trouvé un blog à votre nom qui n'est plus du tout actualisé. Alors selon mon expression, qui va devenir culte, j'en suis sûre. C'est un vieux blog tout raccourni, oublié dans un coin. Vous avez posté 5 billets depuis sa création. A priori, c'était lors des dernières cantonales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on va fouiller un peu dans vos sites amis, ceux vers lesquels vous avez posté un lien. Alors, il y a évidemment le blog de Michel Guignot, le site du FN, mais il y a surtout le site F de Souche. Je suis allée faire un tour sur ce site. C'est un site qui est difficilement qualifiable. Extrême droite, raciste, homophobe, on ne sait pas trop. Tout se mélange un peu. En tout cas, c'est juste que, juste en dessous du lien vers le site officiel du Front National, ça sous-entend pas franchement que le FN a changé. Ça fait un peu désordre, je dois dire. Je dis que vous n'avez pas de profil numérique. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez bien une présence sur le net, mais par procuration. Je m'explique. En fait, vous existez parce que les autres vous font exister. On trouve beaucoup de vos
vidéos, de vos interventions dans la presse régionale, notamment sur France 3 Picardie entre autres, ou dans les journaux de PQR. Et tout ça, en fait, ce sont des blogs ou des sites qui sont en lien avec le FN qui relaient vos interventions à chaque fois. Et ça, en fait, on doit votre charge de conseiller auprès de Marine Le Pen, parce qu'en fait, en tant que cadre du parti, vous apparaissez sur le net, mais en tant qu'élu local, pas du tout. Pas de compte Twitter, rien du tout. Ça vous intéresse pas du tout, du tout. Non, c'est vrai, je l'avoue. Je suis plutôt quelqu'un, moi, qui a été habitué à militer sur le terrain, qui fait du porte-à-porte. Je n'ai pas de temps à consacrer, puisqu'en plus, je crois que quand on y rentre, automatiquement, on doit y consacrer beaucoup de temps. On peut se faire aider aussi, on peut se faire accompagner. Voilà, mais c'est vrai. Et pour des raisons, je suis aussi d'un naturel assez méfiant. Je connais la nature humaine depuis très longtemps. Je préfère, s'il y a certaines choses, je préfère maîtriser, que je ne délèguerai pas. Voilà, donc je préfère avoir un contact direct avec la population. Je milite à l'ancienne, si vous voulez. J'étais habitué. Si vous voulez rajeunir votre électorat, il va falloir en passer par là, quand même. Mais je ne dis pas que je me pose pas la question, mais c'est vrai que c'est pas naturel chez moi. J'ai des défauts, c'en est un. Il va falloir peut-être que j'intègre cette dimension. Mais pour l'instant, ça m'a pas trop mal réussi, d'ailleurs, visiblement à Villers-Cotterêts, malgré tout. Mais les sites dont vous me parlez, effectivement, moi, je vais vous le dire sincèrement, je ne sais même pas, j'y vais pas. Voilà. Et puis je n'ai pas le temps. Moi, je me lève à 5 heures du matin et je me couche à 1 heure. J'ai une activité professionnelle en plus de mes activités politiques, à la limite de ce qu'on peut faire en conciliant les deux, plus mes mandats. Je pense que tout le monde reconnaît que je les remplis correctement. Donc, mais vous avez raison quand vous dites que aujourd'hui, il est difficile de faire de la communication. C'est un élément qu'il va bien falloir que j'intègre. Je suis bien conscient. Auprès de la jeunesse, comment vous communiquez avec eux? Mais directement avec eux, vous savez, les jeunes, je les vois quand même. J'en vois dans mon métier, d'ailleurs, j'en vois pas mal. À l'armée, on les voit. C'est un point de passage obligé, on en voit quand même. Et puis moi, sur le terrain, je vois autant de jeunes, de personnes âgées. Mais la question que je pose, c'est comment a-t-on fait pendant aussi longtemps pour pouvoir se passer de ces outils? Est-ce que sans le net, point de salut? Avant, il n'y avait pas la télé? Oui, certes, mais bon, je ne dis pas qu'il faut évoluer. Et je répète une fois de plus, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est pas naturel chez moi, et ce que vous dites est vrai. Pour terminer vite fait, j'ai trouvé une page Facebook à votre nom. Alors, la date de création, même Facebook ne s'en souvient pas, tellement c'était il y a longtemps. Puis, ce qui est le plus vertigineux, c'est le nombre d'amis de cette page Franck Briffaut sur Facebook. 4 amis. Très sincèrement, j'ai rarement vu ça sur Internet. Voilà, mes amis sera le mot de la fin. Internet. Merci Jennifer, on vous retrouve la semaine prochaine. Franck Briffaut, vous restez avec nous. C'est la fin de la première partie de La Voix est libre. Tout de suite, place à l'information, place à votre journal. Mais restez avec nous, on se retrouve juste après, dans quelques instants. À tout de suite.